on va ouvrir cette fin d'après-midi, ce début de soirée, sur une thématique on ne peut plus sérieuse et on va essayer de l'aborder d'une manière réfléchie en essayant d'en extraire le- le plus grand profit et surtout une réflexion sur ce qui s'est passé. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Pierre Corre, hein, président de l'Université de technologie, hein, pour nous accueillir dans les locaux de l'université. Merci Patrick. Alors, bienvenue à tous, à ceux qui sont présents dans la salle et à ceux qui nous voient à distance. Je suis enchanté d'ouvrir ce webinaire qui marque aussi un événement sur lequel on revient en fin de webinaire, qui est la signature d'un accord de préconfiguration d'une chaire, une chaire TESS, de la sécurité sanitaire des territoires. Et puis ce webinaire est aussi une illustration de plus de nos nombreuses collaborations entre l'UTT et les hôpitaux Champagne-Sud, qui mobilisent un certain nombre d'expertises scientifiques de l'UTT sur différents champs, que ce soit les objets connectés, les réseaux, l'optimisation des logistiques, la cybersécurité, les relations de machines, et je pourrais en citer encore d'autres, et qui mobilisent nos différents objets au sein de l'université, des objets physiques comme le Living Lab, Active Aging, mais aussi des objets plus organisationnels comme nos chaires, notamment la chaire gestion de crise qu'on a montée avec la sécurité civile, hein, l'ENSOS, la chaire sécurité globale qu'on a montée avec l'ENSP, l'école de police. On pourrait citer aussi la chaire de Farouk Alaoui sur l'innovation collectée, et puis aussi l'ISGA, l'Institut sur la sécurité globale et l'anticipation. Et en fait, on voit bien qu'on a un certain nombre de perspectives pour mobiliser nos collaborations, nos expertises, nos objets que je viens de lister là rapidement. Quand on voit toutes les évolutions en cours, qu'il s'agisse de la télémédecine, la mise en réseau des acteurs du soin, l'autonomisation des personnes âgées, et puis la mondialisation qui maintenant touche pas seulement la production et la consommation, mais aussi la santé via les pandémies. On sait bien que celle-ci, dont on espère sortir bientôt, sera probablement pas la dernière, et que les leçons qu'on a à tirer de cette première, de cette deuxième vague, nous seront utiles pour nous armer pour d'autres épisodes. Donc, je ne veux pas être trop long dans mon introduction, mais enfin, ce projet, nos sujets de ce soir et les projets sur notre chaire conjuguent à la fois ces technologies de l'interactivité, l'approche systémique qu'on voit aussi bien en technologie qu'en réglementation, c'est-à-dire la fameuse loi hôpital et territoire. Et puis également, ça va nous amener à traiter dans la durée des problématiques de transition, puisque ces épisodes de pandémie sont aussi une manifestation des grandes transitions qui sont à l'œuvre sur la planète actuellement, et je pense qu'on en aura d'autres. Donc je me réjouis de cet échange ce soir. Merci Pierre. Donc, sur cette présentation de l'Université de technologie qui travaille déjà pas mal sur ces problématiques de santé, hein, et donc avec une chaire d'ailleurs de santé hein, sur les problématiques. Hein. Donc, le sujet de ce soir, sécurité, situation sanitaire exceptionnelle, s'appuyer sur les acteurs pour construire dans les territoires. Alors, quand j'ai regardé le territoire qu'on couvrait, les hôpitaux Champagne-Sud, j'étais impressionné. J'étais impressionné parce qu'on s'aperçoit qu'il y a l'Aube, la Haute-Marne, la Marne avec Cézanne, hein, donc 8 établissements qui concernent 80% de l'offre de soins sur le territoire, 100% en psychiatrie, 100% en maternité, 90% en cancérologie, 90% en médecine, 66% en chirurgie. Alors, on reçoit aujourd'hui l'état-major de cet établissement Champagne-Sud, hein, et donc très onéreux de recevoir eh bien, ce qui aujourd'hui fait notre quotidien dans la santé dans cette grande région, hein, Champagne-Sud. Donc, je vais vous donner la parole à l'état-major. Et le premier, évidemment, c'est le directeur général des hôpitaux Champagne-Sud, mais en même temps président de l'Association européenne des directeurs d'hôpitaux. Hein, j'ai cité Philippe Buat, qui va nous donner quelques mots d'introduction. Merci. D'abord, saluer dire à quel point je suis content d'être à l'UTT. On a salué Pierre Corre et toutes les équipes de l'UTT. C'est toujours un plaisir de travailler
Ici, on a en effet depuis de longues années des liens qui se tissent de plus en plus et qui deviennent de plus en plus fructueux. Alors, par contre, il faut m'aider à mettre voilà, merci. Voilà. Alors oui, évoquer la sécurité, je pense qu'il y a une décennie entre 95 et 2005 où la sécurité est devenue vraiment un sujet hospitalier. Alors ça ne veut pas dire qu'avant on ne faisait pas de sécurité, mais on en faisait un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose. Là, c'est devenu vraiment un sujet central avec 2 événements clés, je trouve, qui marquent ce passage. Décembre 95, c'est les conséquences de la tribune qui s'effondre au stade de football de Furiani, où, pour la première fois, des responsables préfectoraux, pompiers, contrôleurs techniques, sont condamnés au tribunal parce que pour négligence. Ça a beaucoup secoué les autorités, en 96, je suis devenu, directeur des travaux de 2 établissements et du jour au lendemain, ces établissements, se sont vus, enfin la moitié des bâtiments de ces établissements ont été considérés comme impropres au fonctionnement pour des raisons de sécurité incendie, alors que ça faisait 20 ans qu'ils étaient autorisés sans problème. Il y a eu d'un coup une grosse pression sur la sécurité et donc ça a obligé notamment toute la partie maintenance de l'hôpital de passer enfin toute la partie technique de l'hôpital de passer d'une logique de maintenance à une logique de sécurité. Je parle de l'incendie, mais tous les autres secteurs ont suivi. Et puis 2005, c'est la création de la Haute Autorité en santé. Là aussi, il y avait évidemment des choses qui étaient faites et avant dans le domaine de la santé, des soins en termes de sécurité, la lutte contre les infections nosocomiales, etc. Mais on a une véritable logique de prévention systématique des risques qui se met en place avec une autorité, une politique définie dans tous les établissements et une méthodologie largement inspirée de l'aviation civile. Et là, on rentre dans un cercle qui est essentiellement vertueux, mais un petit peu vicieux aussi. D'abord, bon, on a une réelle baisse des risques. Il y a les progrès médicaux qui n'arrêtent pas et qui ont continué depuis cette époque. Il y a le développement de toutes les vigilances qui a, je crois, permis d'éviter beaucoup d'incidents, comme la sécurité technique aussi. Donc, on a de moins en moins d'accidents, mais paradoxalement, moins on a d'accidents, plus on nous le reproche. Parce que, quand l'accident est dans l'habitude, quand le décès est dans l'habitude, personne ne fait attention. Quand il devient exceptionnel, c'est tout un drame et le drame des professionnels hospitaliers, c'est que finalement, ils n'ont jamais été aussi performants et on n'a jamais autant reproché les rares échecs qu'ils ont. Quand au milieu du XXe siècle, une femme mourait en couche, ben voilà, ça faisait partie des choses qui arrivaient, même si c'était déjà en train de se réduire. Par exemple, la mortalité, à l'époque de Napoléon, il faut savoir que la mortalité des femmes en couche était la même que les soldats, pendant les batailles. Donc finalement, c'était dans l'ordre des choses. Actuellement, on a un décès dans une maternité, c'est tout de suite une enquête de l'ARS pour savoir ce qui s'est passé. C'est devenu totalement normal. Il y a quelques années, à l'hôpital de Troyes, il y avait 2 je me souviens d'une affaire où il y a des jumeaux qui s'étaient retrouvés en réanimation néonatale, il y en a un sur 2 qui a été sauvé. Il n'y a pas eu de remerciement d'en avoir quand même sauvé un, parce que quand vous êtes en réanimation, c'est quand même, c'est un peu l'antichambre de la mort, hein. Les médecins, les soignants font ce qu'ils peuvent, mais le résultat est tout sauf garanti. Mais donc il y a un qui a été sauvé, mais les parents n'ont pas dit merci. Ils ont dit: «Mais il y en a un autre qui est décédé» et il y a eu un procès où l'hôpital a été exonéré des responsabilités, mais ça montre un réflexe. Et donc on a une pression, encore accrue vers la sécurisation qui fait qu'on fait encore plus d'efforts et que les rares échecs sont encore plus, reprochés, y compris quand on n'a rien à se reprocher. Mais il y a une forte pression là, contre les professionnels. Et d'ailleurs avec une question qui finit par se poser, c'est, quand il y a innovation, il y a prise de risque et dans un moment où, on doit pas, enfin tout doit bien se passer, où il y a un principe de précaution qui est maintenant dans la Constitution. Est-ce qu'on a encore le droit de prendre des risques et donc d'améliorer les choses? Sur,
En plus de ce phénomène de pression, on a un vrai problème de complexification de la sécurité. Il y a avec 3 sortes de risques qui se cumulent. Les risques du XXe siècle qui sont globalement maîtrisés, sur lesquels on met le maximum de moyens actuellement en termes de gestion des risques, mais qu'il faut continuer à gérer. Les risques du XXIe siècle qui arrivent, qui sont très mal maîtrisés, qui ne sont même pas toujours appréhendés comme des risques. Beaucoup d'acteurs hospitaliers n'ont pas encore conscience totalement de l'ampleur du risque et du coup ne prennent pas forcément les précautions contre. Et puis, on passe du risque isolé au risque systémique et ça, c'est peut-être le plus gros des enjeux. Alors revenir, les risques du XXe siècle, il y a le risque médical, enfin qui était, qui est ancien, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais les progrès médicaux, surtout depuis la fin du 19e, avant c'était autre chose, mais depuis la fin du 19e, on a quand même enfin c'est des miracles en médecine que l'on fait. Avant, le cancer n'était pas soigné, maintenant il y a quand même énormément de cancers qui sont guéris, ou en tout cas avec des rémissions fortes. Il y a des progrès de l'asepsie qui ont été formidables, qui ont été réactivés en plus notamment avec le sida et actuellement avec le Covid, on se lave encore plus les mains. Il y a une culture de la prévention donc qui s'est développée et face aux catastrophes sanitaires, il y a quand même un temps de réaction qui est fort et qui est assez remarquable. Regardez la canicule, depuis il y a eu des étés aussi chauds, ils se sont gérés sans problème. Il y a eu le premier été qui n'a pas été très bien géré, mais tout de suite les leçons ont été tirées et maintenant, quand il y a une canicule, il y a le taux de mortalité, évolue très peu. Pareil, le covid, entre février et juin 2020, la probabilité quand on était patient, de se retrouver en réanimation a été diminuée par 2. C'est une étude de Pasteur en France, et pareil, les chances de décéder ont été divisées par 2. Donc il y a eu, une réactivité, médicale, extraordinaire. Les incendies, ça existe quasiment plus, dans l'hôpital. Dans les années 90, il y avait en gros un départ de feu causant des dégâts importants par an et par hôpital. C'était les statistiques de la PHP, ce que j'ai connu moi-même dans les établissements où j'étais directeur des travaux. Moi, ça fait 20 ans que j'ai plus vu un incident, un incendie produire des dégâts dans un hôpital. Alors, il y a eu le durcissement des contrôles, il y a eu les progrès techniques, notamment sur l'électricité. Il y a eu la loi anti-tabac, les feux de poubelle par les mégots mal éteints, ça n'existe plus. L'électricité, là aussi, c'est un risque majeur avec notamment des problèmes de panne électrique, le fait que les appareils en réanimation, par exemple, il n'y avait pas de batterie à une époque. Maintenant, tous les appareils ont des batteries, il y a des onduleurs derrière, et puis il y a des groupes électrogènes, et puis l'EDF fait moins de coupures qu'avant. Enfin bon, c'est un risque qui n'existe, enfin qui est totalement maîtrisé. Pareil sur les fluides, ça fait longtemps que vous avez plus vu des articles en disant X patients décédés par légionnelle. C'est un risque qu'on a appris à gérer. Mais l'effort doit se continuer évidemment. Et puis il y a les nouveaux risques. Alors il y a le risque informatique. Actuellement, un hôpital ne sait plus fonctionner, de moins en moins fonctionner sans ordinateur, et encore la transition numérique n'est pas totalement achevée. Ça va être pire, on sera encore plus incapable de fonctionner dans quelques années. Il y a le consommateur, et la notion de patient est de moins en moins vraie. Avec Amazon, avec l'amélioration de l'instruction, de l'accès au savoir, la contestation augmente. Les gens sont de moins en moins, les patients sont de moins en moins patients. Ils attendent de l'hôpital ce qu'ils ont dans la vie courante. Voilà, par Amazon, tout de suite et à ma façon. Et sinon, je vais me plaindre, et sinon, je vais aller dans les réseaux sociaux expliquer à quel point j'ai été maltraité. Ça nous est arrivé aux urgences de Troyes il y a quelques années avec une patiente qui n'avait rien sur le plan physique. Elle avait eu un accident de la route, elle avait eu un choc enfin, elle était choquée émotionnellement, mais et au même moment, il y avait épidémie de grippe, tous les soignants étaient concentrés sur les personnes âgées qui, elles, avaient un vrai risque létal. La personne n'a pas considéré qu'avant s'était mal occupé d'elle parce que personne n'était allé gérer son choc émotionnel parce qu'il y avait des urgences vitales. Elle s'est plainte sur les réseaux sociaux. Les soignants se sont fait insulter pendant des semaines aux urgences. C'est un risque qui est qu'on ne connaissait pas avant et auquel on n'est pas préparé.
Et derrière, c'est quand même tout le risque médiatique qui est encore mal maîtrisé et qui augmente au rythme de l'augmentation des médias et des réseaux sociaux. Et puis, je ne parle même pas du terrorisme. L'hôpital, c'était un moulin. Alors, avec le Covid, on s'est un peu amélioré, on a tout fermé, mais quand même, on n'est pas du tout préparé à ça. Et par exemple, il n'y a pas du tout la logique qu'ont des pays comme Israël, où on se prépare à une attaque des Palestiniens qui pourraient attaquer les systèmes informatiques pour dérégler, par exemple, les appareils médicaux. C'est des choses qu'en France, on se prépare pas dans les hôpitaux, en tout cas. Et puis, une évolution qui est sans doute fondamentale, c'est, y compris pour les assureurs, c'est le risque qui est systémique. Avant 2000, il y avait peu de protocolisation, il y avait peu de réseaux entre les acteurs sanitaires, chacun travaillait dans son coin, plus ou moins. Il n'y avait aucun recours à l'intelligence artificielle qui n'existait quasiment pas. Et donc, quand il y avait un problème, c'était finalement une erreur d'un individu face à un individu. C'était le soignant ou le médecin qui va faire une erreur dans un soin, ça va être l'hôpital où il y a un problème incendie, mais ça va toucher une personne ou au pire une dizaine de personnes. Maintenant, le risque il devient systémique et collectif, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus sans réseau. Si les serveurs de l'hôpital de Troyes brûlent, serveurs informatiques, c'est tous les hôpitaux du département qui n'ont plus leurs données informatiques. Il y a, avec l'intelligence artificielle, avec les protocoles, il y a une standardisation des actions. Et par exemple, avec la future, maintenant, quand on sera passé au diagnostic des radios par l'intelligence artificielle, on s'en rapproche petit à petit. S'il y a un pépin dans l'algorithme et que c'est Google qui a développé le produit, ce ne sera pas un mort qu'on aura, ça sera des milliers partout sur. Donc on a une globalisation. Alors, cette concentration, elle permet d'améliorer l'expertise, mais elle permet surtout elle a aussi pour conséquence d'avoir des conséquences beaucoup plus dévastatrices parce que touchant énormément d'acteurs. Et donc, finalement, les enjeux pour l'avenir, et c'est l'intérêt de travailler là-dessus dans le cadre d'une chaire, c'est de prendre conscience de tous ces risques, de voir qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'il faut continuer, et c'est sans fin l'amélioration de la sécurité médicale, c'est sans fin parce que même le progrès crée de nouveaux risques. Quand on a fait de la radiothérapie, on crée le risque d'irradiation. Quand on fait la radio, on crée aussi un risque d'irradiation qui n'existait pas avant, mais c'est un progrès. L'évolution, le Covid, les microbes évoluent, on parlait entre nous des variants, et la mondialisation, on a vu l'impact que ça avait. Il faut maintenir donc aussi le contrôle sur les risques traditionnels, mais surtout, il faut prendre conscience des risques du 21e siècle, mesurer leur importance et développer les stratégies nécessaires pour y faire face. Et là, je crois que c'est vraiment cet enjeu, et dans le cadre notamment d'une recherche, que tous les acteurs prennent conscience de ces risques émergents, parce qu'encore une fois, tant qu'on ne sait pas qu'il y a un risque, on ne peut pas le combattre. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Merci à Philippe Bulat de cette propos introductif, et on comprend bien que alors merci à Philippe Bulat. Et là, on voit bien quand même que le défi dépasse très largement ce qu'on peut voir à travers l'hôpital. Je rappelle quand même qu'il y a quelques services qui sont ouverts 24 heures sur 24 et vous en faites partie, sont très rares aujourd'hui, qui maintiennent la vie quotidienne et même la vie de nuit. Et d'ailleurs, pendant que Valérie s'installe, la sécurité globale, oui, alors je dirais les 3D. Des 3D, parce que en fait, vous abordez là une chaire avec le ministère de l'Intérieur, qui est la chaire avec la police, qui concerne plutôt la déconcentration. Une chaire avec la gestion de crise, avec les pompiers, qui concerne plutôt la décentralisation. Et enfin, c'est le problème de et une chaire, oui, et une chaire avec l'hôpital, préfiguration d'une chaire, qui serait peut-être quelque part la différenciation, quoi.
hein. Et en fait, on arrive à 3D dans ce cadre-là, c'est-à-dire on arrive vraiment à avoir ce paysage de sécurité globale que vous êtes en train de nous donner. Et à l'intérieur de l'Institut, on essaye de travailler sur ces passerelles qui doivent se faire dans ces professionnalisants. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir et essayer de travailler. Alors, maintenant, on va travailler sur la coopération et articulation des acteurs territoriaux, un enjeu clé face aux situations sanitaires exceptionnelles. Donc, c'est Valérie Friot-Guichard, directrice générale adjointe des hôpitaux Champagne Sud, directrice déléguée du centre hospitalier et docteur en droit, hein, qui va donc, pendant un petit quart d'heure, hein, nous donner cet aperçu sur ce thème. Merci. Merci beaucoup. Donc, je voudrais repartir déjà de cet environnement dans lequel nous sommes, puisque c'est un environnement, donc depuis plus d'1 an maintenant, donc nous vivons une crise sans précédent. Et donc, nous devons forcément en tenir compte dans notre action publique, hein, dans notre action de dirigeants publics, et également la remettre aussi dans un contexte juridique, puisque établissements de santé, établissements médico-sociaux, services médico-sociaux, on a un cadre juridique aujourd'hui qui s'est harmonisé avec la loi donc, du 24 juillet 2019, oui, relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Et elle pose en fait comme obligation pour tous les établissements de santé, pour les établissements et services médico-sociaux, donc la nécessité d'avoir un plan qui détaille les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, donc organisation des soins au sens large, organisation des prises en charge, notamment lors des situations sanitaires exceptionnelles. Donc, cette disposition législative est importante puisque à la fois, elle considère que la démarche est la même pour le sanitaire, pour le médico-social, et nous l'avons appliquée justement dans l'organisation mise en place. Elle implique surtout une approche managériale commune, que ce soit dans l'anticipation, dans la gestion des crises, que ce soit dans le retour d'expérience. Et enfin, elle inscrit vraiment la gestion des situations sanitaires exceptionnelles dans la démarche d'ensemble de la stratégie de l'établissement, c'est-à-dire dans le projet d'établissement. Donc, comment gérer ces situations sanitaires exceptionnelles et quel comportement peut-on avoir? L'angle que nous avons choisi de vous présenter, c'est justement cette coopération et la gestion de crise qui a été mise en place au niveau du GHT Hop ces années, c'est-à-dire une gestion de crise qui réglementairement, comme on vient de le voir, est prévue par établissement, mais qu'on a voulu justement être menée par l'ensemble des établissements sur la base d'un principe, peut-être plus qu'un principe, une valeur, la valeur de solidarité. C'est cette valeur qui était inscrite dans le volet situation sanitaire exceptionnelle du projet médico-soignant partagé, donc qui avait été élaboré en 2017. Et c'est sur cette valeur finalement que l'ensemble des hôpitaux Champagne Sud ont souhaité gérer la crise, ce qui a été aussi une innovation qui a été reprise dans un ouvrage qui a porté sur les innovations pendant la crise que coordonnait Thierry Nobre, mais avec l'ensemble des établissements du Grand Est notamment, qui a été fort touché par la crise Covid. Et donc, l'organisation qui a été mise en place, elle visait à distinguer le niveau décisionnel au niveau du groupement hospitalier de territoire, un niveau d'expertise par donc l'expertise en termes de gestion des risques, un niveau de parcours patient, puisque finalement, on a dans ces groupements hospitaliers de territoire une dimension de parcours de patients en termes de soins somatiques, en termes de soins de santé mentale, et on a aussi quasiment la moitié de notre capacitaire, c'est aussi des résidences et des lieux de vie pour des résidents et des personnes handicapées, notamment dans une maison d'accueil spécialisée à Brienne. Pour soutenir toute cette action, la nécessité d'avoir accès à des ressources importantes. Vous savez combien la question des protections
des individuels, des professionnels a été un enjeu fort, mais surtout, je dirais également, surtout l'enjeu ressources humaines, donc des ressources à la fois matérielles et humaines, et bien évidemment une mise en œuvre opérationnelle qu'il faut assurer sur chacun des établissements. Alors, notre approche, quels sont nos savoir-faire finalement? À partir de quoi on part dans ce nouveau projet? C'est aussi sur une base d'innovation collective. C'est une approche plus théorique, mais qui vise quoi finalement? Quand on parle d'innovation collective, c'est comment arriver à comprendre comment et pourquoi cet agencement, donc d'innovation collective, pourquoi faire ensemble, produit de la valeur, et on est convaincu qu'il produit de la valeur pour toutes les parties prenantes, c'est-à-dire pour tous les acteurs. Et quand on parle de parties prenantes, on a les individus, qu'ils soient usagers, qu'ils soient élus, qu'ils soient acteurs de santé, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient citoyens sur un territoire. Il y a les organisations également qui sont essentielles. On vient d'évoquer le groupement hospitalier territoire. Ça sera plus tard les communautés professionnelles territoriales de santé qui se développent. C'est l'université, c'est les collectivités locales, c'est l'État. Et tout ça s'organise, ou en tout cas, je pense que l'enjeu majeur des prochaines années, c'est de s'organiser en écosystème territorialisé. On a voulu s'appuyer, nous, sur une dimension très opérationnelle de cet écosystème territorialisé pour justement essayer de confronter nos actions dans la dimension collective. Alors, finalement, quelles sont nos motivations profondes pour se lancer dans un challenge comme celui de cette co-création? Eh bien, nous sommes finalement en train de passer d'une dimension déjà d'expérimentation, d'innovation, à une dimension plus de recherche-intervention. Et nous sommes persuadés que la créativité collaborative sera un des premiers, voilà, une des valeurs fortes pour trouver des pistes nouvelles. Alors, on a évoqué donc la direction commune créée depuis 2015 entre tous les hôpitaux publics de l'Aube, la certification commune donc, qui est expérimentée depuis 2018, donc la responsabilité populationnelle aussi. Le GHT porte une dimension responsabilité populationnelle donc, en lien avec la Fédération hospitalière de France. Et enfin, la gestion de crise que nous, voilà, nous travaillons avec l'Université technologique de Troyes. Et je crois que finalement, quand on regarde les grandes orientations de la stratégie nationale de santé, on se rend compte qu'on est quand même complètement dans ce qu'ont voulu les pouvoirs publics, et ce qu'ils encouragent les acteurs de santé, les acteurs de la recherche à faire, c'est-à-dire faciliter l'expérimentation par les acteurs de terrain, développer la recherche interventionnelle et l'évaluation des actions que nous menons, et chercher, proposer, susciter des opportunités pour innover et pour favoriser une responsabilité territoriale partagée. Donc, quel est finalement, qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qui est notre identité finalement dans ce territoire de l'Aube, dans ce territoire de 320 000 habitants. Peut-être quand même se dire que c'est quand même un secteur d'innovation, un secteur où un territoire d'innovation où sans doute voilà, d'autres acteurs à d'autres moments ont suscité les conditions pour que ce terreau puisse voilà, faire fructifier de nouvelles pousses, avec une place de l'université, de la formation, de la recherche qui est extrêmement importante pour un département de cette taille, avec donc l'Université technologique de Troyes, avec l'Institut de la sécurité globale. Et dans le contexte où on est, où on a des plans de gestion de situations sanitaires exceptionnelles, il ne faut pas qu'on oublie que d'autres acteurs ont des responsabilités fortes dans ce domaine. Bien évidemment, l'État, avec l'organisation
et sa responsabilité en matière de santé et de sécurité sanitaire, mais également les collectivités locales, que ce soit au niveau communal avec les plans de sauvegarde, puisque le maire est quand même voilà, le premier maillon en proximité en termes de cohésion sociale. Le conseil départemental également, avec les plans d'alerte et d'urgence en négociation et qui sont pris avec l'accord du préfet. Et donc, et qui porte cette notion voilà, de service public collectif qu'on a au niveau des territoires. Donc, quelle perspective donnons-nous pour les prochaines années? Finalement, la question, c'est peut-être de se dire qu'on va vers une transformation profonde de l'action publique. Et je me rappelle d'un article de 1976 d'Edgar Morin qui avait écrit sur la crisologie, qui alertait et qui proposait de théoriser et vraiment de travailler sur la crise qui allait intégrer nos quotidiens, sur la crise comme révélateur aussi de nos fonctionnements, voire de nos dysfonctionnements et effecteur. Mais il y a un an environ, Edgar Morin dans Le Monde rappelait que la crise dans une société suscite 2 processus contradictoires. Le premier, il stimule l'imagination et la créativité dans la recherche de solutions nouvelles. Le second peut être soit la recherche du retour à une stabilité passée, soit l'adhésion à un salut providentiel, soit la recherche de coupables. Vous avez compris que dans ce département, et le partenariat et la coopération nous amène à privilégier bien évidemment la première dimension, c'est-à-dire stimuler l'imagination et surtout rechercher des solutions nouvelles. Alors notre projet, c'est justement de rechercher, expérimenter des solutions opérationnelles, de connaissances nouvelles aussi à partir de l'action des acteurs. Notre démarche, c'est d'avoir une démarche prospective. Est-ce qu'on ira un jour sur un plan de situation sanitaire exceptionnelle territoriale? Sans doute, avec l'ensemble des acteurs libéraux, avec les usagers, avec les collectivités locales. Une démarche pragmatique, collaborative et territoriale. Et notre engagement, c'est sans doute de participer, de contribuer à renouveler l'action publique en proximité, en confrontant nos approches, en sortant un peu de nos territoires habituels, en développant la recherche-intervention surtout, dans la transformation qui est qui nous oblige de fait au niveau de l'action publique. Merci Valérie. Alors bon, n'importe comment, on est tout à fait en accord. Hein. Il faut aider le décideur pour le 21e siècle. On voit bien quand même qu'on a des situations aujourd'hui où le temps se rétrécit et la décision doit être prise. Donc la recherche à finalité opérationnelle, c'est ce qu'on essaye de primer à l'UTT à travers l'Institut de sécurité globale et avec les différents acteurs que l'on a. Alors maintenant, on va sans doute aller un peu plus loin dans cette thématique, hein, avec Corinne Frémont-Lejeune, docteur et cadre supérieur de santé, chef du pôle territorial évaluation, sécurité, qualité des soins aux hôpitaux Champagne-Sud. Donc, vous allez nous parler de la résilience territoriale en cas de situation sanitaire exceptionnelle, gestion de crise et plan de continuité d'activité. On pourrait croire que c'est un paradoxe, mais je suis sûr que vous allez relier les deux. Non, alors je vous remercie. Coordonnateur des risques associés aux soins, ça suffira. Cadre de santé supérieure, on peut l'oublier, ça fait un peu beaucoup. Donc effectivement, moi je vais vous parler de la résilience territoriale en cas de situation sanitaire exceptionnelle et la question qu'on se pose derrière, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaité, possible, réalisable? Alors c'est vrai que les situations sanitaires exceptionnelles, contrairement à l'idée reçue généralement, ça n'est pas d'emblée une crise sanitaire. La SSE, elle se définit comme la survenue d'un événement émergent, inhabituel et ou inconnu, qui va dépasser le cadre de la gestion courante des alertes au regard de son ampleur, de sa gravité et de son caractère médiatique pouvant aller jusqu'à la crise.
La crise, donc Valérie l'a bien défini, hein, c'est la capacité ou plutôt l'incapacité qu'a la structure à pouvoir fonctionner, à continuer à fonctionner selon une organisation standard qu'elle avait mis en place. Et la SSE, elle se définit autour de 4 dimensions: sa nature, son ampleur, son origine et sa cinétique. Si on fait un parallèle avec la crise Covid, par exemple, en termes de nature, on était au départ dans un événement purement sanitaire, et puis on voit bien que la crise évoluant, on a aussi eu des événements avec une répercussion sanitaire. J'en veux pour preuve quand, par exemple, nos soignants ont été touchés aussi par la maladie, eh bien, ils ont été absents au niveau du travail. Et on s'est retrouvé face à un effet collatéral, hein, de cet absentéisme, à devoir fermer des services par absence de soignants. Donc, c'est bien la notion d'événements avec répercussions sanitaires. L'ampleur de la crise pour le Covid, hein, ça a été une tache d'huile, hein, des micro-régions, des régions, la France. Et puis, on voit bien maintenant qu'on a des zones plus ou moins touchées. Donc, comme ça, une notion quand même territoriale sur le territoire français. L'origine, hein, pour la Covid-19, c'est une origine internationale, plutôt mondiale même, et une cinétique qui est lente en ce qui la concerne. Alors, quand on parle et quand on évoque la notion de situation sanitaire exceptionnelle, le mot qui vient généralement derrière est effectivement celui de résilience. La résilience, c'est le concept phare aujourd'hui. Et au regard de la crise Covid-19, c'est même un concept impératif. Il faut être résilient. Alors, la résilience, c'est quoi? On prend souvent l'image du roseau parce que comme ça, c'est à la fois imagé et tout le monde comprend bien et ça permet tout à fait de comprendre la situation. Le roseau, lorsqu'il est soumis au vent, à des vents violents, il plie, il plie, il plie encore, mais on dit qu'il ne rompt pas. Et donc, il est en capacité, lorsque le vent est arrêté, qu'il n'y a plus de vent, de reprendre une position qui n'est pas forcément la position normale droite, mais en tout cas, il a récupéré quand même une position plus ou moins initiale. Eh bien, c'est ça la notion de résilience, si on veut schématiser, c'est l'idée quand même de ce fameux roseau qui arrive, malgré le vent, à continuer à rester bien implanté dans le sol. Qui dit résilience, ça évoque d'autres mots derrière, notamment celui de danger, c'est-à-dire tous les potentiels de préjudice auxquels on peut être exposé. Et face à ces dangers, il va falloir effectivement les identifier, les quantifier, les qualifier et derrière se dire, eh bien, qu'est-ce que je fais pour essayer d'être mieux armé face à ces dangers lorsqu'ils vont impacter ma structure, mon activité, ma population. Ces dangers, donc derrière, on va par anticipation mettre en place des plans, dont en parlait également Valérie tout à l'heure, des plans, donc des plans à tous les niveaux, du national jusqu'au niveau du local, des plans qui constituent en fait des cadres qui vont nous permettre de pouvoir mieux réagir face à ces dangers lorsqu'on est exposé. C'est le principe de l'anticipation par des plans, mais derrière également par de la formation, de l'entraînement, de manière à ce que lorsque le danger arrive, que la situation arrive, eh bien, on puisse être réactif et on puisse réagir face à ces dangers. C'est le principe de l'adaptation. On va donc adapter, s'adapter face aux dangers au regard du plan dont l'élément central sera l'espace ou l'organe de commandement que constitue la cellule de crise. On va s'adapter, mais pas que, parce que parfois, il faut aussi savoir sortir du plan pour innover, parce qu'on n'est pas confronté à tous les dangers de la même manière. Donc l'innovation, c'est la capacité qu'on a à produire, à être créatif et à sortir du plan tel qu'on l'a construit pour être mieux armé face aux dangers. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour préserver les fonctionnalités essentielles et tout ça dans un cercle vertueux d'apprentissage en permanence. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puisque l'idée, c'est en permanence d'évoluer vers une meilleure organisation. Alors, pourquoi être résilient face à une SSE? Eh bien, parce que c'est quand même du management par les risques, tout ce que l'on est en train de raconter, c'est du management par les risques que l'on utilise couramment dans chacune de nos institutions. Et le principe de résilience, l'objectif derrière, c'est de pouvoir faire face aux besoins sanitaires de la population. La population ne pourra pas vivre au gré des différentes situations de crise ou des différentes situations sanitaires exceptionnelles. Et l'on doit, face à cela, engager le territoire dans une vision à plus long terme qui intègre les dangers et s'appuie sur les forces et les potentialités de chacun. Et c'est véritablement ça l'objectif d'une résilience territoriale
en cas de SSE, c'est de pouvoir s'adapter et s'appuyer sur les forces et les potentialités de chacun. Chacun avec un grand C, puisqu'on a vu que la notion de chacun, ça dépassait le milieu hospitalier proprement dit. Derrière, il y a deux questions qui se posent. La première, est-ce que la résilience de chacun conduit-elle forcément à la résilience d'un territoire? En quelque sorte, si chacun de nous se conduit comme un roseau, est-ce que ça veut dire que le territoire est résilient? Eh bien, pas forcément, parce que chacun d'entre nous joue un élément d'une partition. Et donc, on est tous complémentaires les uns des autres. Et si on ne pensait qu'à une résilience individuelle, on en oublierait toutes les interfaces qui nous lient, qui sont également des éléments de force et de potentialité. Donc, la résilience de l'individu ne conduit pas forcément à la résilience du territoire. Alors, est-ce que l'on pourrait dire que l'on va partir d'une résilience territoriale? Et est-ce qu'une résilience territoriale conduit-elle forcément à la résilience de chacun? Là encore, non, ça n'est pas une évidence. Et je dirais même qu'il faut faire attention à deux choses. Si on n'avait qu'une vision territoriale de la problématique, ça pourrait amener à mettre de côté certains qu'on considérait comme plus vulnérables en se disant qu'après tout, ils n'ont rien à faire dans notre système ou dans notre écosystème, j'ai bien retenu le mot, et que donc, à la limite, pourquoi s'ennuyer avec des gens plus vulnérables qui pourraient nous ralentir et qui, de toute façon, ne nous apporteraient rien. Donc, ça, c'est, je dirais, une des problématiques. L'autre problématique, à l'inverse, ça serait de dire, eh bien, à la limite, on va payer ou faire payer plus à l'un d'entre nous le coût de la résilience ou le coût de la gestion des dangers auxquels on est soumis. Si je reprends l'exemple de la première vague, sur le territoire, un seul établissement a affiché le fait qu'il allait prendre des malades Covid au sein de son bloc opératoire et donc il a été stigmatisé. Il aurait pu être stigmatisé comme l'établissement «sale» entre guillemets, au regard d'autres établissements propres qui, eux, ne prenaient pas des malades Covid au sein de leur bloc et la SSPI de ce même établissement a été également utilisée pour faire de la réanimation ou des soins continus de malades Covid. Et quelque part, on pourrait s'interroger de savoir si on ne fait pas payer à cet établissement le surcoût d'une résilience territoriale. En tout cas, c'est des questions qu'on doit se poser. Et quand on pense résilience territoriale, on doit véritablement y réfléchir. Donc, en fait, la résilience territoriale en cas de SSE, c'est d'abord se mettre d'accord sur une chose qui est de penser besoin de la population. C'est ce qui doit nous animer et nous faire réfléchir en premier, et de penser collectif sans nuire aux intérêts individuels, mais certainement pas l'inverse. Alors, tout ça, c'est des concepts, me direz-vous, et est-ce qu'in fine, c'est possible? Est-ce qu'in fine, on peut effectivement aller vers une gestion territoriale, une résilience territoriale? Alors, on peut s'appuyer sur une expérience que nous avons vécue au niveau des hôpitaux Champagne-Sud autour de la certification commune. La certification, c'est, je dirais, directement rattaché à la démarche de qualité des soins d'une structure qui est au fond une démarche sécuritaire et c'est un management par les risques. On cherche à savoir quels sont les dangers auxquels sont soumis les patients, mais également notre structure et on va manager par les risques de manière à appréhender la qualité des soins. Ce qui était prévu, et qu'il est toujours d'ailleurs, c'est que chaque établissement passe une certification de manière individuelle et autonome et il doit répondre à la Haute Autorité de Santé sur son niveau de qualité et sur le management de la qualité qu'il concerne. Or, nous, on nous a proposé au niveau des hôpitaux Champagne-Sud, de par l'organisation qu'on avait mise en place et la direction commune, de se présenter ensemble, en commun, pour une certification commune à titre expérimental. Cela voulait dire une seule visite, un seul rapport, une seule décision, donc une seule note, et une solidarité pleine et entière entre chacun d'entre nous pour ce qui marche bien, mais également pour ce qui marche moins bien. Alors ça n'a été possible qu'à partir de deux principes. Le premier, c'était de se mettre d'accord autour de valeurs partagées. Qu'est-ce que la qualité? Qu'est-ce que la sécurité? Quel est le niveau de qualité et de sécurité qu'on s'impose collectivement et sur lequel on se met d'accord? Le deuxième principe, ça a été effectivement de trouver la bonne attitude. Penser groupe, mais accepter du coût humain à la marge. Je pense même d'ailleurs qu'aujourd'hui, on pourra encore faire mieux que ce qu'on a fait à l'époque. On expérimentait, mais c'est véritablement ça l'idée.
être patient pour ne pas brusquer les gens et ne pas du coup les braquer, sans être trop lent parce qu'il faut quand même qu'on tienne les objectifs et les délais. Et en fait, considérer que l'important, c'est le vouloir faire ensemble. Et c'est véritablement ce qui nous a animés avec les forces et les faiblesses de chacun d'entre nous, mais sans laisser personne sur le trottoir en considérant qu'il était peut-être plus vulnérable et qu'on n'avait pas besoin de l'embarquer dans l'histoire. Et le challenge, il a été bien au-delà de la note que l'on pouvait avoir ou qu'on espérait avoir. Le challenge, ça a été de donner du sens à la notion de territoire, couvrir nos besoins en soins, certes, mais avec le même niveau de qualité de sécurité, de faire de la qualité et de la sécurité des soins un sujet stratégique majeur, de fédérer les acteurs sur le terrain, sur notre territoire, autour d'une organisation, d'outils, de méthodes, d'une culture commune qu'on a construit au fil de l'eau, au fur et à mesure, tous ensemble, et enfin de créer une dynamique territoriale et un précédent propice à d'autres sujets. Et cet autre sujet, il est arrivé 18 mois plus tard avec la Covid. Et quelque part, on a tout de suite, en fin de compte, on a continué dans notre lancée et on s'est appuyé sur cette expérience, ce qui nous a permis d'être réactifs, solidaires, d'avoir une subsidiarité entre nous, d'être complémentaires, de pouvoir s'adapter, de pouvoir innover et de pouvoir partager. En fait, c'est tout ce que l'on avait construit avec la certification commune qui a pu être une plus-value indéniable dans la gestion de la crise. Alors bien sûr, une gestion de crise, une gestion de situation sanitaire exceptionnelle, ça n'est pas non plus une démarche de certification. Les craintes, les doutes sont complètement différents. On a donc appris aussi de nos erreurs, de celles qu'on avait faites, mais également de celles qu'on est encore amené à faire. Et d'un point de vue stratégique, par exemple, on peut s'interroger si parfois on n'a pas été trop dans le détail. Est-ce qu'on a pris suffisamment de hauteur par rapport au sujet? Est-ce que la légitimité à agir n'a pas été parfois émiettée? Est-ce que les chaînes de décision étaient bien connues, comprises, appliquées, respectées? Et est-ce que le principe même de la résilience avait été bien compris? C'est-à-dire, au-delà de la gestion de crise, est-ce qu'on avait bien compris aussi qu'on parlait continuité d'activité sur le territoire? Et ce que l'on a compris aussi, c'est qu'il faut pousser la réflexion plus loin. De quel territoire parlons-nous et de quels acteurs? Et on a bien vu que les acteurs, ça dépassait le monde hospitalier. On a parlé du médico-social, mais on a parlé aussi des communes, etc., etc. Donc, c'est une question centrale aujourd'hui. Un outil de résilience que l'on a mis en place, et on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est le COREB, qui est le comité des risques épidémiques et biologiques. En février 2020, donc vous voyez, c'était tout le début de la crise Covid, on crée au niveau des hôpitaux Champagne-Sud le COREB, en référence à la mission nationale COREB, qui vise, elle, à rapprocher la décision d'un côté à l'expertise scientifique et opérationnelle dans le domaine de la maîtrise du risque infectieux. Donc, on crée notre COREB au niveau des HCS et au départ, on ne regardait que le GAM et le centre hospitalier de Troyes parce qu'on était centré sur les urgences, parce que c'était le point d'entrée de cette fameuse maladie. Et donc, on pensait à eux. Mais très rapidement, à peine 15 jours après, on a compris qu'il fallait qu'on associe tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est bien au-delà des hôpitaux Champagne-Sud. On a donc ouvert à tous les établissements de santé, les établissements médico-sociaux du territoire qui voulaient nous rejoindre. On a donc des cliniques privées qui nous ont rejoints, des EHPAD également. Et tout ça, tous ensemble, on a pu contribuer collectivement à produire des travaux, à être un appui technique et scientifique à chacun d'entre nous et d'avoir une meilleure coordination des conduites à tenir. Au-delà de la crise Covid, demain, la question, bien sûr, c'est comment maintenir ce partage d'expériences complémentaires, comment l'adapter, comment l'enrichir à nouveau, et pour nous, comment officialiser une structure territoriale qui est, comme je vous le disais, un outil de résilience territoriale en cas de SSE. Alors, pour terminer, effectivement, demain ne sera pas comme hier. La résilience territoriale en cas de SSE, c'est un sujet stratégique majeur. Ça doit faire en premier référence à une volonté collective autour de valeurs partagées. C'est les besoins de la population qui doivent nous animer en premier. Au-delà de la gestion de crise, l'élément important à ne pas oublier, c'est la continuité d'activité sur le territoire. Quelles sont les fonctions métiers stratégiques? Où les positionne-t-on? Quelle est l'offre de soins pertinent à maintenir? Comment reprendre chacun notre activité? Et enfin, c'est capitaliser sur notre expérience, celle que l'on a vécue dans le cadre de la certification commune où on a appris à travailler au-delà de notre propre structure. Mais avec la crise Covid, on a aussi appris à travailler au-delà du monde hospitalier, c'est important.
Innover, capitaliser sur l'expérience, c'est aussi innover et surtout ne pas s'interdire de le faire, aller de l'avant et enfin apprendre et apprendre encore chaque jour au fil de l'eau et au fil des expériences que l'on mène. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la résilience territoriale en cas de SSE. Merci Corinne pour votre intervention et je me permettrai de retenir la mise à l'épreuve que vous avez capitalisée pendant toute cette période. Cette mise à l'épreuve qui en fait constitue une mémoire de résilience hein, et qui vous permet aujourd'hui de vous engager dans des améliorations. Et cette mise à l'épreuve, enfin, si j'ai bien saisi, c'est une culture commune en fait. Hein. C'est comment j'identifie une culture commune à travers cette mise à l'épreuve. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder, de toucher du doigt avec le sujet qui va suivre, hein, sur le retour d'expérience, sur ce sujet de Covid, hein, puisque en fait, avec l'UTT, vous avez mené un retour d'expérience avec les acteurs de l'hôpital. Et je me souviens avoir eu des conversations avec Philippe Luat, où vous m'aviez dit vraiment, les gens se sont transcendés quoi, pour s'adapter, se mettre dans la continuité d'activité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture, que le dernier établissement, je dirais, qui est là pour assurer, ne soit pas en gestion de crise, en gros. Hein, c'est ça. Ne rentrons pas dans une gestion de crise. Continuons cette continuité d'activité que vous citiez. Et donc, je dois vous dire que cette présentation, en fait, elle va être faite à deux voix, hein, avec Paul-Henri Richard, qui a mené un peu les recherches, hein, et puis Théo, hein, qui marche dans l'ombre, hein, mais qu'il faut mettre un peu à la lumière, hein, Théo Lebert, et puis, c'est qu'il est notre Paul, hein, Paul qui a suivi aussi toute cette étape, hein, qui fait son stage, hein, qui a fait son stage à l'hôpital. Donc je remercie quand même de s'être engagé dans cette étude et puis de renforcer cette cette continuité d'activité. Donc je vais laisser la parole et sachez quand même que pour nos auditeurs, vous pouvez poser des questions par chat. Hein, on prendra quelques instants pour y répondre hein, à la fin des interventions. Et donc, bonjour à tous, donc Paul-Henri Richard, donc je suis ingénieur de recherche à la chaire gestion de crise et je vais vraiment introduire cette présentation pour laisser Théo présenter un peu plus en détail les travaux juste après. Moi, je voulais mettre en avant vraiment les outils qu'on a et tout ce qu'on peut développer depuis quelques années à l'UTT, et notamment à travers la chaire gestion de crise. Si on est là tous ensemble aujourd'hui, c'est notamment grâce à tout ce qui a pu être fait à l'Université de technologie de Troyes et avec ses partenaires au fur et à mesure, que ce soit à travers l'Institut sur la sécurité globale, mais également la chaire gestion de crise avec l'école des officiers sapeurs-pompiers. Donc ça fait déjà un peu plus de 5 ans qu'on travaille avec l'école des officiers sapeurs-pompiers et plusieurs mécènes sur ces sujets. Et ça vient en fait, on parlait de capitalisation juste avant, d'expérience, ça vient d'un développement thématique et d'expertise depuis quasiment une vingtaine d'années à l'université, et puis depuis plus d'une dizaine d'années, si ce n'est pas depuis sa création, et également avec les hôpitaux Champagne Sud. Et en fait, l'idée, on ne peut pas rester insensible à ce qu'on vit depuis 2 ans, et on ne peut pas s'appeler chaire gestion de crise et pas étudier ce qu'on vit depuis 2 ans, et notamment à travers cette démarche un peu de recherche scientifique, de chercher à comprendre, parce qu'on a tous été un peu abasourdis et avec plusieurs vagues, avec plusieurs crises dans la crise, et il y a un besoin de comprendre et d'apprendre de ce qu'on vit en ce moment. Donc il y a tout un tas de sujets de recherche en cours, et notamment un avec l'hôpital qu'on mène, mais quasiment depuis juillet 2020, avec une première rencontre qu'on avait pu avoir avec Madame Valérie Friot-Guichard. En fait, tout simplement, comment on fonctionne d'habitude, hein, on a de la chance de pouvoir travailler avec tout un tas d'acteurs, mais c'est des partenariats de confiance. Et pour faire un partenariat de confiance, c'est des partenariats dans le temps long, en apprenant à se découvrir, en travaillant ensemble. Et si on prend le travail en mode collaboratif, on ne compte plus les réunions qu'on peut faire avec à la fois la direction des hôpitaux Champagne Sud et le docteur Alain Hugereau, qui est également chercheur associé
à l'UTT, et c'est grâce à ces échanges réguliers qu'on peut et qu'on questionne en fait un peu les pratiques, notamment comment l'hôpital a vécu cette situation et surtout comment il l'a vécu avec ses partenaires. C'est-à-dire que ça a été dit, une résidence territoriale, ça se fait sur les interactions, sur vraiment une solidarité dans les territoires, pour reprendre le sous-titre de la chaire gestion de crise, dans un engagement dans la proximité. Et c'est vraiment ce qu'a conduit, la philosophie qu'on a eue dans cette enquête. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais laisser Théo un peu présenter un peu plus dans les détails ce qu'on a pu faire sur ces derniers mois. Donc, merci de me laisser la parole. Donc, pour présenter la démarche de retour d'expérience sur cette crise de Covid-19, comme il l'a déjà été dit, c'était une période inédite et donc qui nécessite des apprentissages, de tirer des leçons de cette crise. Et donc, comme il a été dit dans l'intervention juste avant, il y a eu des modalités de collaboration qui ont parfois sorti des schémas classiques, notamment dans le secteur hospitalier, mais aussi dans les territoires. Et donc, il restait la question, comme il a été évoqué par Paul-Henri juste avant, des relations, quelles relations avec les acteurs du territoire, quel lien il y a entre tous ces acteurs. Et donc, ici est née l'idée de faire un retour d'expérience assez particulier, car c'est pendant la crise qu'on vit encore actuellement. Donc, ça implique aussi la prise en compte d'un certain nombre de biais et qu'il a fallu aussi commencer rapidement, donc dès le mois d'octobre, pour éviter toute cette perte d'information des acteurs. Donc, c'est une co-construction entre l'UTT et les hôpitaux Champagne Sud, une démarche scientifique à finalité opérationnelle, où à partir d'échanges avec les professionnels de santé, notamment hospitaliers, nous avons émis une hypothèse de départ, que les relations qui étaient préétablies entre les acteurs facilitent la gestion de crise sanitaire sur le territoire. Donc, s'agissant d'une démarche de recherche scientifique à finalité opérationnelle, nous avons utilisé le retour d'expérience avec une logique de comparaison entre le avant, le pendant, et puis ensuite le après, la formulation de recommandations pour les futures crises qu'on ne souhaite pas. Donc, nous avons utilisé pour ce faire déjà un recueil de données basé sur deux modalités, deux supports. Le premier, c'était de la recherche documentaire. Qu'est-ce que nous disait le prescrit? Qu'est-ce que nous dit la réglementation, la planification opérationnelle? Et puis ensuite, un recueil de données orienté avec des entretiens avec les acteurs liés à la santé sur le territoire. Au total, nous avons fait 12 entretiens. Et donc, je tiens aussi à remercier les personnes qui ont accepté de donner du temps pour participer. Il s'agissait de professionnels de santé qui officient en établissement de santé, aussi bien public que privé, également des professionnels de santé libéraux, également des conseils de l'ordre, des élus et puis des décideurs administratifs et la préfecture. Donc, toutes ces données, nous avons ensuite analysé et donc nous sommes appuyés sur l'ingénierie des connaissances pour analyser les entretiens. Donc là, nous avons mobilisé une équipe de l'UTT, notamment la professeure Nada Mata du laboratoire Texico, qui est spécialisée qui a une expertise dans l'ingénierie des connaissances, avec ici deux étapes. La première, c'était d'illustrer les relations entre les acteurs sur le territoire. Donc pour ce faire, nous avons utilisé l'ontologie, qui est une arborescence qui permet ensuite de faire des liens entre ces acteurs, et donc qui permettait pour nous de cartographier, voire concrètement de visualiser ces relations. Ensuite, la deuxième étape, c'était la caractérisation de ces relations entre les acteurs sur le territoire. Maintenant qu'on les a identifiés, concrètement, comment ça se passe? Alors là, nous avons utilisé le modèle de phénomène de la méthode MASC. Alors concrètement, l'idée, ça part d'un point de départ d'étude de la relation avec une source, ensuite un flux et une cible. Et tout autour de ce flux, de ces échanges entre les acteurs, on a un certain nombre d'éléments d'influence. Et donc, nous avons adapté cela pour nos études de relations entre les acteurs, savoir quel était le besoin de ces relations, comment les liens ont été créés, quelle fut la nature de ces liens, quelle efficacité, performance il en est ressorti, et puis, in fine, quels étaient les éléments d'influence qui ont donné tout ça, quelles étaient toutes les conditions autour.
Donc, la finalité, c'est donc de tirer des enseignements à partir des éléments d'influence qui ont été identifiés, donc qu'ils soient positifs ou négatifs, pour s'améliorer demain. Donc, les travaux sont encore en cours, mais nous avons déjà des premières observations que nous pouvons présenter ici. La première, c'est que les habitudes de travail, la connaissance des acteurs ont limité l'utilisation des plans de gestion de crise classiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une sortie des schémas classiques de gestion de crise. Ça a été aussi évoqué auparavant. Et donc, ça donne des perspectives en fait, pour intégrer les acteurs externes dans le quotidien, dans les échanges du quotidien, créer des habitudes pour mieux se connaître ensemble et connaître les problématiques des autres entités. Le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est que les plans blancs ne sont pas réellement suffisamment aboutis pour de la gestion de crise inter-établissement. Ce n'est pas actuellement prévu dans la réglementation, ce n'est pas prévu dans la réglementation. Et c'est quelque chose qui a été évoqué lors des entretiens, d'avoir cette vision inter-établissement, notamment avec des infrastructures, des structures telles que le GHT, qui permettent aussi de favoriser ces relations. Et donc, c'est un axe de travail à étudier, notamment avec la notion de mise en tension solidaire entre les établissements. Le troisième point, c'est que les connaissances interpersonnelles entre les acteurs du territoire ont été largement utilisées, mis à profit pendant la crise. Notamment, on peut parler de réseaux de vigilance, en fait, puisqu'il y a, à titre d'exemple, des groupes WhatsApp qui se sont créés entre les professionnels de santé. Alors, il y en a eu plusieurs en fonction des réseaux de proximité, mais ça a permis aux professionnels d'avoir des échanges d'informations pendant la crise, se tenir au courant de l'évolution, mais également d'anticiper, puisque ces réseaux allaient aussi parfois dans tout le Grand Est. Et quand on sait donc, que en France, on a commencé à être touché au niveau de l'Alsace, par exemple, et ben, il y avait des échanges qui se faisaient à ce niveau-là et qu'on permet d'anticiper. Le quatrième point, c'est que on peut mettre aussi en évidence l'extra-hospitalier, le maillage des acteurs du territoire qui permet de faire un premier filtre pour éviter le débordement des établissements de santé. On parlait tout à l'heure de résilience territoriale, ça s'applique aussi ici, notamment avec la mobilisation de médecins libéraux, des infirmiers. À titre d'exemple, il y a eu des filières Covid qui ont été créées dans des maisons de santé qui permettaient une première prise en charge. Et enfin, le dernier point, c'est que là, on a parlé beaucoup des acteurs de la santé, mais il y a aussi des acteurs liés à la santé, des acteurs qui viennent en soutien et donc qui permettent aux acteurs de santé d'avoir une certaine reconnaissance, de se sentir soutenus. Ici, je pense notamment aux élus, aussi bien les établissements publics de coopération intercommunale que les maires, les communes qui ont notamment ouvert des infrastructures, parfois fourni des équipements de protection individuelle, et puis également permis aux professionnels de santé de se concentrer sur leur activité avec un système de garde d'enfants qui a été mis, par exemple, ou encore l'hébergement de professionnels de santé. Donc, pour conclure, avec ce projet, on voit que la collaboration entre les hôpitaux Champagne Sud et l'Université de technologie de Troyes a bien fonctionné. Ce travail en co-construction donc, qui porte ses fruits, qui apporte des résultats. Et donc, derrière, donc, il est nécessaire de valoriser ce travail et puis de poursuivre sur d'autres axes. Pour conclure, je vais rebondir sur ce que vient de dire Théo en disant que c'est notre manière de travailler qu'on a avec nos partenaires et le retour d'expérience, ça ne se limite pas en fait à de la production documentaire. C'est vraiment, il y a un intérêt à ce qu'il soit utile à l'ensemble des acteurs. Donc, quand on parle de recherche-intervention, de recherche-action et de valorisation un peu des activités, c'est notamment ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais derrière, c'est aussi d'avoir différents modes de diffusion des connaissances et sachant que c'est une étude qui est toujours en cours. Et derrière, ça sera aussi de regarder sur les recommandations, sur les choses qui ont été mises en place déjà. Madame Frémont-Lejeune en a parlé sur les questions de territorialité et de COREB, c'est de pouvoir en fait, accompagner par la recherche les transformations organisationnelles. Et il y a tout un tas d'autres projets qui sont également en cours, notamment des projets sur la régulation
les habitudes organisationnelles sur la régulation au SAMU. On a des formations en commun avec l'hôpital dans le domaine de la gestion de crise. Je vais laisser le docteur Hugereau qui va intervenir juste après en parler, mais tout ça, ça montre en fait que c'est un travail sans fin et ça montre l'intérêt en fait de pouvoir avoir des espaces dédiés pour pouvoir en fait travailler sur ces thématiques, mais aussi ça montre la complémentarité qu'on peut avoir entre les différentes thématiques à l'UTT, que ce soit sur la gestion de crise un peu plus avec le monde de la sécurité civile, sur les thématiques de sécurité publique avec l'École nationale supérieure de police, et ces thématiques avec le monde de la santé. Et c'est des thématiques qui s'entrecroisent et où les différentes expertises, les différents partenariats viennent en fait s'auto-alimenter. Typiquement, si on prend la thématique malveillance à l'hôpital, le fait d'avoir des liens avec des acteurs privés et le monde de la police, ça vient aussi apporter des nouveaux horizons, des expertises pour développer, que ce soit des nouvelles formations, des nouveaux projets de recherche, des nouvelles innovations sur ces thématiques. Voilà. Merci, Paul-Henri. Alors, avant de continuer, je voudrais quand même remercier Paul-Henri Richard, Théo Lebert et Jean Gauthier. Jean, hein, parce qu'à chaque fois, je fourche sur Paul, mais c'est Jean Gauthier. Donc, je tenais à le préciser parce que, autant pour moi. Alors, je voudrais quand même dire que là, on vous a fait vraiment un feedback très rapide. Mais ce qui est intéressant dans ce genre, ce qui est intéressant dans ce genre de travail, c'est la méthode qu'on est ressorti. C'est un travail lourd, la méthode. Hein. C'est un travail de mémoire, c'est-à-dire comment j'inscris dans la mémoire une méthode d'analyse et en fait, je la reproduis, je la fais évoluer. Et je crois que ce travail, la première chose qu'on a, c'est une méthode. Et c'est une méthode d'analyse qui nous permet d'établir une mémoire et de ne pas rester sur l'intuitif et la passion. C'est ça, je crois, que la méthode qui est mise en place. Et je dois dire que le travail, on avait pu constater, hein, ce travail était vraiment très, très impressionnant dans le sens où on établit une méthode. Et libre après à la faire évoluer. Hein. Mais en tout cas, merci parce que vous avez quand même rempli un contrat. Et je sais que Théo est toujours là à l'hôpital, hein, en train de continuer. Le directeur général t'a dit il faut y aller, il faut y aller. Bah, on y va. Hein. Donc, et maintenant, on va conclure hein, ces présentations. Et je vous rappelle que vous pourrez poser des questions par chat. On va conclure cette présentation avec un vieux complice. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur des sujets, hein, toujours à l'attrait de problématiques. Le docteur Alain Hugereau. Alors, Alain Hugereau, chef de pôle des urgences du centre hospitalier de Troyes, service d'aide médicale d'urgence, chef du service de centre d'enseignement, etc. Hein, médecin-chef adjoint du service de santé et de secours médical, parce qu'en plus, on peut le voir en tenue de pompier de temps en temps. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui s'est investi il y a 20 ans, qui a commencé à travailler sur la sécurité, je me souviens, la sécurité des urgences. Hein, et puis peu à peu, on a continué hein, alors avec un certain nombre de travaux. Donc je vais te laisser, Alain, reprendre la parole hein, et puis nous parler des interactions entre les acteurs de la santé dans l'aube à la lumière de la... pardon, autant pour moi. Tu vas nous parler de la chair. Hein, en gros. Hein. En fait, on pouvait conclure que par la préfiguration de la chair. Mais oui, hein. bah oui. J'étais reparti encore sur les. Mais donc sur le territoire, situation sanitaire exceptionnelle. Bon, tout se tient. Merci, Patrick. Un petit mot pour reprendre la maîtrise et puis un petit peu introduire cette chère territoire à situation sanitaire exceptionnelle qu'on souhaite pour notre territoire. Je vais quand même revenir sur ce qui s'est passé depuis un an parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc effectivement, Corinne l'a bien expliqué, il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel, il nous est arrivé quelque chose de, a priori, sanitaire initialement, et puis qui d'emblée a impacté tous les systèmes experts de notre pays, de notre constitution finalement. Mais plus, on a été jusqu'à une crise, quelque chose qui n'était jamais arrivé. On peut chercher dans l'histoire, aussi loin qu'on ait des traces écrites. Ça n'est jamais arrivé parce qu'il y a eu un cumul. Il y a eu le cumul de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a été surpris, on a eu une irruption, on a eu le débordement, c'est le deuxième point.
Et puis, troisième point, on a eu des incertitudes, plusieurs incertitudes, et même de l'inconnu initialement. Donc ça fait une crise. Et quand on regarde un petit peu le avant, pendant et après, dans la temporalité de notre sujet, on s'aperçoit aussi qu'on ne reviendra pas à l'état antérieur. On le dit, c'est partout, voilà, il y aura un après Covid. Ne pas revenir à l'état antérieur, c'est aussi la quatrième partie d'une définition de crise. Alors, étions-nous prêts avant? La réponse est oui. Oui, mais pas forcément à ça. Situation sanitaire exceptionnelle, oui. On a vu les plans. Les plans, ils sont travaillés depuis des années. Ils sont travaillés en tracteur. Ils sont revus systématiquement. C'est même, pour une part, une obligation de revoir les plans, de les réactualiser, de s'en servir pour faire des simulations, pour faire scénariser des exercices sur table, des exercices cadres et surtout des exercices sur le terrain, des exercices sur le territoire en faisant jouer aussi l'ensemble des acteurs, des exercices qui sont bipartites, pompiers SAMU, mais qui sont aussi tripartites avec les services de l'État, les services de la préfecture, avec aussi des élus. Et sur notre département, on a, juste avant d'ailleurs ce janvier 2020, on avait réalisé un plan et un exercice in situ sur le territoire d'un bourg de notre département. Donc les plans, oui. Les plans, c'est un périmètre, c'est un guide, c'est peut-être un garde-fou, mais d'un autre côté, ça ne permet pas une planification active et réactive et dynamique pendant une phase de crise. On s'y réfère, bien sûr, mais ce qui n'est pas écrit dans tous les plans, ce qu'on ne peut pas écrire dans tous les plans, c'est le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est innover, essayer, aller voir ailleurs, penser différemment, essayer autre chose, soyez agile. Et surtout, allez voir les autres, puisqu'on réussit une bonne prise en charge sur quelque chose d'extraordinaire ou d'exceptionnel, sanitaire ou pas, c'est en allant voir les autres. Et à chaque fois qu'on peut faire du plus, c'est parce qu'on a collaboré et parce qu'on s'est coordonné. Donc effectivement, c'est ce cumul, cet immense cumul qui a fait que ce qu'on a vécu cette année, c'est quelque chose de très particulier. Est-ce que cela va se reproduire? Vraisemblablement. On ne sait pas quand, incertitude aussi. On a énormément appris. Donc pour quelque chose de nouveau, on a eu la performance de opposer et d'inventer quelque chose de nouveau, des recettes nouvelles. Et c'est ça qu'il faut thésauriser, qu'il va falloir mettre un petit peu en production et pérenniser. Avant, pendant et après. Je vais parler un petit peu du pendant. Cette crise liée effectivement à ce SARS-CoV-2 a fait vaciller tous nos systèmes experts initialement. Le système expert sanitaire, le système expert de la logistique, le système expert politique, judiciaire, médiatique, communication, tout a vacillé. Et effectivement, je peux reprendre un petit peu ce que disait Corinne, on a plié, toutes les organisations quasiment ont plié, mais par la cohésion, par la puissance de la cohésion, personne n'a rompu. Voilà, donc effectivement, c'est aussi ce qu'on a pu montrer pour reprendre cette résilience. Donc le bouleversement s'implique sur le fait qu'on a trouvé quelque chose de différent et on a pu systématiquement non seulement le mémoriser dans la foulée, le construire dans la foulée et le proposer in situ au fur et à mesure dans le déroulé de cette crise. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, notre façon de vivre est bouleversée. Elle va changer, c'est sûr, il y aura un après. Mais non seulement notre façon de vivre, mais plus important, notre façon de voir les choses et de les appréhender. Et tous, que ce soit individuellement ou au titre des organisations. Alors, faire face, parce que c'est ça qui nous a apporté, il a fallu faire face avec les acteurs. Alors, ce n'est pas n'importe quels acteurs, puisque c'est nous tous. On s'aperçoit que tous les acteurs ont été impactés. On a tous été concernés, individuels, les organisations publiques, privées, quel que soit le statut, on a tous été impactés par cette crise. Et donc, il a fallu trouver des fils. On a
On a retrouvé des choses, on s'est regroupés, les acteurs, on a retrouvé du sens. Et ça, c'est important aussi. On a retrouvé du lien. On a repris connaissance avec d'autres organisations. On a repris connaissance, ça veut dire qu'on a retravaillé en contradiction, en débat contradictoire avec certains. Et du coup, ça nous a donné une force de travail et surtout une confiance. Et connaissance et confiance, ça nous a permis de lever des barrières, de tisser des liens. Alors, je pense à toutes les organisations, c'est-à-dire avec la préfecture, mais avec les SOS médecins, avec les maisons médicales de garde, avec le SDIS, avec les sapeurs-pompiers, avec les médecins, pharmaciens, tout le réseau des pharmaciens. On a remis en lien tout le monde, on a retissé le territoire, ce qui était un petit peu léger et un épiphénomène avant. Bien sûr, chacun était dans son quotidien, chacun était dans son déroulé, mais on n'avait pas cette notion, peut-être cette conscience, hein, le sense-making, mais aussi la conscience qu'on était tous dans le territoire et tous à gérer cette crise. Donc il y a eu une puissance d'innovation qui a été importante. On a peut-être bousculé un petit peu des hiérarchies, on a forcé un petit peu des portes, on a sauté certaines étapes, on a appris à communiquer mieux, à communiquer plus vite, à communiquer entre nous. Et donc, par connaissance et confiance, ça a permis d'aller de l'avant. Sur le côté un petit peu sanitaire, plus soins d'urgence sur notre territoire, au tout début de cette crise, il a fallu aussi appréhender l'inconnu. Comment est-ce qu'on va avoir la logistique nécessaire pour prendre en charge ces Covid? Est-ce qu'on va prendre ces Covid de la même façon? Est-ce que sur les lieux, on va avoir les mêmes barrières, les mêmes protocoles? Donc, il a fallu très rapidement faire des protocoles communs et avancer ensemble dans la même direction. Donc, on a énormément innové et ça, c'est important parce que tout ce qui nous a frappé de nouveau a permis de faire du nouveau et c'est ça absolument qu'il faut qu'on capitalise. La force aussi, c'est de se dire, on va prendre quand même le temps et le recul de construire quelque chose au fil de l'eau. C'est ce qu'a présenté Théo et Paul-Henri. Et donc là, on continue ça parce que c'est pas fini, parce que là, on est en plein dans ce plateau à peine descendant de la troisième vague. Il va falloir potentialiser et réfléchir à peut-être un autre variant, peut-être autre chose, puisque la société va se réouvrir, on le souhaite. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, il va falloir à nouveau réfléchir à différentes façons de travailler ensemble, de protéger l'hôpital, puisqu'une des premières choses, ça a été de se dire protégeons l'outil qui sauve, sauvons l'outil qui va sauver. Comment est-ce que en amont, on a pu lier tous les établissements de santé pour essayer d'avoir de la connaissance de ce qui s'y passait et pouvoir anticiper, c'était aussi le maître mot, anticiper les malades, anticiper les systèmes capacitaires, anticiper le système logistique de nos prises en charge sanitaires. Alors, ces acteurs qui ont énormément souffert, c'est-à-dire nous tous, ça a été extrêmement puissant, on les remerciera jamais assez. Je pense qu'il serait logique de leur rendre quelque chose et de leur offrir quelque chose. Alors, on peut offrir à notre territoire, on peut offrir à nos concitoyens, à la population du département, quel que soit le territoire, quelle que soit finalement sa géographie, ses limites, etc. On peut lui offrir de capitaliser un petit peu et de co-construire tout ce qu'on a fait avant. On va faire le lien entre l'avant et l'après en se nourrissant de tout ce qu'on a vécu et on peut proposer pour cette recherche, pour cette chaire qui va être complémentaire de les chaires déjà existantes que Paul-Henri a rappelé et Patrick. On va construire et proposer de la recherche. On va proposer du conseil, des formations. Les formations existent déjà, mais justement, il faut les affiner pour l'ensemble des acteurs, quelles que soient les professions, quelles que soient les organisations. Donc, il faut de la méthodologie. Ça, on a prouvé que d'emblée, on a pu associer la puissance, l'expérience énorme des professionnels, santé, et puis l'ensemble de nos acteurs, cette puissance-là avec ce qu'on fait déjà, la symbiose avec la recherche,
l'université de technologie de Troyes, l'expérience, la diffusion, faire de l'accompagnement, faire de la participation. On peut offrir ça à nos différents partenaires. Et il faut effectivement offrir ça à nos acteurs, à nous tous, et puis performer un petit peu tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu faire auparavant. Donc, eh ben, construisons pour un territoire. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qu'on a fait, on l'a fait tous ensemble. Et donc, je pense qu'on a montré un élan, on a montré une puissance, on a montré une motivation, on a montré quelque chose qu'il faut effectivement continuer. Et donc, on a montré qu'il y avait une énergie opérationnelle des acteurs qui était fantastique. Et je pense que cette chaire-là, elle doit effectivement s'inspirer de cette phrase, portée par l'énergie opérationnelle des acteurs. Je vous remercie. Merci Alain pour ces propos. Je veux juste maintenant prendre un peu les différentes questions qui ont été posées. Donc oui, vous étiez une cinquantaine à nous suivre et on vous remercie. Donc on a 4 grandes questions qui ressortent. Je te laisserai passer le micro en fonction des personnes qui souhaiteront répondre. Donc la première question, c'était sur la thématique de la cybersécurité. Donc ça a bien été mis en avant et avec en fait une réflexion. Est-ce que il y a eu une mise en place de procédures renforcées contre les risques liés à la cybersécurité, aux hackers, avec tous les épisodes qu'on a pu avoir en 2020 et début 2021 avec les cyberattaques, notamment à Dax, dans plusieurs hôpitaux français qui ont impacté le fonctionnement des hôpitaux. Alors, non, par rapport à, c'est pas en 2020, 2021 que la cybersécurité a été mise en place, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille sur la cybersécurité au niveau de l'hôpital, notamment avec Orange Défense, c'est une préoccupation qui est très ancienne. On a depuis dans les années 2014-2015, on était déjà à peu près 200-300 attaques par jour contre le système informatique de l'hôpital. Et il faut savoir aussi que à partir de, c'est aussi les années où on est passé vers une informatique de plus en plus ouverte. Là aussi, je parlais des problèmes de système. L'informatique hospitalière, dans les années 90, était construite sur des systèmes totalement fermés. Or, avec Internet, avec la nécessité de la télémédecine, avec les nécessités d'échanger de plus en plus de données avec les acteurs extérieurs, on est obligé d'avoir une informatique de plus en plus ouverte. On travaille par exemple actuellement aussi à ce qu'il puisse y avoir une préadmission des patients. Donc ça veut dire que tous les patients vont, à travers leur ordinateur, accéder à être en lien avec le système informatique d'hôpital. Donc on s'y prépare depuis au moins les années 2000 et ça s'intensifie encore parce que la logique d'évolution, c'est d'aller vers un système informatique de plus en plus interactif avec l'extérieur. Mais par contre, là où on n'est pas prêt actuellement en France, mais je crois dans les pays européens, en tout cas très peu préparés, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des systèmes, des attaques qui iraient contre les dispositifs médicaux. Bon, heureusement, ils ne sont pas encore en réseau, mais ça va venir et il y aura des problèmes là-dessus. Il faudra les maîtriser. Merci Monsieur Blua pour cette réponse. Donc, je prends une deuxième question qui est à propos de la création d'une réserve sanitaire locale. On avait déjà eu l'occasion d'en parler pour faire face en fait à la troisième vague de la Covid. Et donc ça a soulevé une problématique de la capacité à mobiliser des effectifs supplémentaires, alors que sur cette troisième vague, il y avait justement les autres départements et quasiment l'ensemble du territoire qui était en tension. Donc, en fait, il y a une difficulté de mobiliser l'entraide interrégionale. Et donc, la question, c'est comment optimiser ce dispositif, notamment dans le suivi démographique et organisationnel. Donc, je vais laisser répondre, puis je ferai un petit complément un petit peu aussi pour la gestion de crise. À Valérie Fiot qui s'est beaucoup penché là-dessus, répondre en partie, peut-être docteur Hugereau aussi vous dire un mot.
C'est-à-dire que la question illustre complètement les articulations entre les différents plans. Il s'est trouvé qu'à Troyes, donc avec le président du conseil de surveillance, le maire de Troyes, François Baroin, qui est venu rencontrer les acteurs pour essayer de tirer des leçons et savoir quel appui apporter à l'hôpital. On s'est rendu compte que certes, on peut augmenter notre capacité en soins critiques, on peut avoir des équipements supplémentaires. La vraie question, ça va être les ressources humaines. C'est les ressources humaines aujourd'hui. Et en effet, il y a une réserve sanitaire nationale donc, qui existe et qui a été mise en place notamment suite à la canicule. Par contre, notre difficulté, c'est d'avoir des personnels et des personnels compétents puisque les soins critiques mobilisent des personnels avec une forte expertise. Donc, on a travaillé de façon, là, pour le coup, on a cherché des solutions ensemble pour créer cette réserve à partir finalement des ressources du territoire, puisque elle n'était pas, on pouvait pas avoir d'aide d'autres départements qui sont eux-mêmes mobilisés sur les mêmes questions que nous. Alors, on est en train de travailler sur des pistes et notamment de mobiliser des personnes retraitées et une gradation après en mobilisation interne des personnels, c'est-à-dire qu'on mobilise des infirmières déjà dans les services de médecine pour aller sur les soins critiques et par contre, comment on forme ces nouvelles personnes. Et il s'est trouvé qu'avec la crise et la troisième vague qui est vraiment encore à plein dans notre département, on a la mobilisation encore massive de nos lits de soins critiques, des lits de médecine Covid dans nos établissements. Et du fait aussi de la campagne de vaccination très forte qui est à court et pour laquelle c'est pareil, tout le monde participe avec les collectivités locales et avec l'État, l'Agence régionale de santé, le préfet de département, mais donc où on mobilise aussi beaucoup de professionnels libéraux hospitaliers. On s'est dit que c'était l'occasion de lancer une sollicitation ouverte des professionnels de santé et l'hôpital, le CESU, l'IFSI ont formé ces professionnels. Ils ont participé aussi à la formation des pompiers pour la vaccination. Donc là aussi, on est en train d'innover. Ce n'est pas prévu par les textes. Donc comment on va faire pour pouvoir pérenniser? En tout cas, nous, c'est une demande forte qu'on va faire, on est en train de faire auprès de l'Agence régionale de santé, auprès des collectivités locales qui pourront, qui peuvent déjà, ou en tout cas qui pourront, dans le cadre de la discussion de la loi 4D, pour nous apporter un appui supplémentaire par cette nouvelle organisation qui est donc opérante aujourd'hui, puisqu'elle permet de renforcer les centres de vaccination, notamment le Cube sur 3, mais aussi nos services, l'ensemble de nos services. Oui, alors un petit point complémentaire, ça touche absolument tout le monde, puisque on a bien vu qu'à chaque vague, ça crise. Effectivement, au début, on était sur du logistique. Notre troisième crise, elle est vraiment ressources humaines. Et ça a été vraiment un bon appui d'avoir la possibilité d'avoir des anesthésistes, d'avoir des infirmières retraitées, jeunes retraités, des aides-soignants, etc., qui se sont proposés. Là, il y a eu quand même un élan depuis plusieurs mois qui est très significatif et qui nous a permis quand même de tenir quand on a vu la hauteur, la puissance de cette troisième crise, face aussi à une certaine démotivation, à des personnels qui, pour certains, ont craqué un petit peu. Donc, il a fallu les mettre un petit peu en retrait un petit peu de temps pour qu'ils puissent revenir nous aider. Donc, ça a été un plus. Effectivement, il faut le formaliser pour que ça dure, pour que pour la prochaine, peut-être pas crise, mais les prochaines situations à forte intensité situations exceptionnelles, on puisse à nouveau faire appel à cette réserve territoriale. Je me permets de rebondir aussi sur ce que vient de dire Alain, parce que ça va mettre en avant la complémentarité avec la chaire gestion de crise. On a organisé fin mars un hackathon sur la thématique gestion de crise en partenariat avec l'école des officiers sapeurs-pompiers. Donc, on avait eu environ 80 personnes qui ont participé, que ce soit des experts, des facilitateurs et puis des équipes participantes. Et sur l'équipe lauréate de cet hackathon, donc c'est une équipe qui a été formée par la Croix-Rouge française, et dans
les réflexions et les solutions qui étaient proposées, c'était notamment d'avoir une sorte de dispositif qui correspond en fait parfaitement à cette logique de réserve locale. Là, c'était un peu plus ouvert sur tout type de situation de crise, pas uniquement situation sanitaire exceptionnelle. Et ça, c'est une équipe qu'on va accompagner. En fait, ça faisait partie aussi des lots du projet d'avoir un suivi et un développement de ce qui a été proposé. Et typiquement, en fait, ça se recroise parfaitement à ce qui vient d'être dit, avec l'accompagnement à la fois de la vision recherche, mais aussi au final de la société civile et des associations agréées de sécurité civile. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui créons nos thématiques et nos solutions dans nos coins, mais c'est vraiment fait avec l'ensemble des acteurs. Et vraiment de chercher, ça peut être, je sais pas, on a besoin d'un maçon, on a besoin de déclencher une formation rapidement pour pouvoir vacciner des gens, on a besoin de faire de l'accueil ou du soutien psychologique, par exemple aux urgences, c'est de pouvoir recenser ces différentes compétences et pouvoir les déclencher justement en cas de situation exceptionnelle. Donc c'est vraiment complémentaire. Une troisième question, et je pense qu'elle sera peut-être un peu plus pour Théo, donc c'est sur la thématique du retour d'expérience. Est-ce que vous avez utilisé une sorte de référentiel spécifique, une méthode pour la réalisation de ce retour d'expérience? Donc, on n'a pas utilisé un référentiel spécifique précis pour réaliser le retour d'expérience. Donc, nous avons utilisé des ouvrages scientifiques, notamment, je pense, à la thèse de Céline Théa qui proposait une méthodologie de retour d'expérience. Nous nous sommes appuyés dessus en définissant quel était l'objet du retour d'expérience. Donc, par exemple, nous, c'était les relations entre les acteurs, quelle était la cible, quelles sont les méthodes de recueil de données, d'analyse. Et donc, ça rejoint aussi la méthode scientifique, hein, où on va définir des hypothèses, recueillir de la même manière les données, les analyser et ensuite avoir cette partie discussion qui permet de formuler ensuite les recommandations, quels enseignements on va en tirer, en fait, appliquer un retour d'expérience. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, les outils utilisés pour le recueil de données ou l'analyse des données, là oui, ça repose sur des méthodes qui sont éprouvées, notamment la méthode pour réaliser des entretiens, les construire, les faire, les analyser. Et puis pour l'analyse des données, comme je l'avais présenté aussi, on a utilisé l'ingénierie des connaissances qui, pareil, repose sur des publications scientifiques avec deux outils qui sont l'ontologie et puis la méthode masque. Voilà. Merci Théo. Une dernière question avant de vous remercier et de conclure, c'est à propos, en résumant globalement la question, c'est comment en fait, sur ces différentes initiatives, les acteurs privés et plus particulièrement les acteurs associatifs, notamment les associations agréées de sécurité civile, sont intégrés dans notre réflexion. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je pourrais mettre des éléments complémentaires si vous le souhaitez. Non. Enfin, quand on parle des acteurs privés, enfin, il y a une multitude d'acteurs privés qui ont participé à la mobilisation. Si c'est par rapport C'est à plus l'action, les acteurs associatifs, je pense, les associations agréées de sécurité civile, et notamment, on pense au lien avec la protection civile ou comment sur ces thématiques le lien est fait et pourra être fait par la suite avec ces acteurs. notamment actuellement, la garde des accès de l'hôpital s'est fait avec leur concours. Donc oui, en fonction de leur domaine et de leurs compétences, ils ont été associés. En fait, ça a quand même été, on a beaucoup parlé de territoire pendant tout le long de la discussion, et notamment ce qui était dit sur la résilience de territoire. C'est quelque chose qui a beaucoup, enfin, même si ça a été une crise sanitaire et que l'hôpital était très mobilisé là-dessus, c'est une mobilisation qui s'est faite avec un maximum d'acteurs, et tous les gens qui ont pu apporter quelque chose ont été, ou qui sont manifestés pour apporter quelque chose, ont été associés dans toute la mesure du possible, parce que c'était quand même une aventure collective avant tout. Et peut-être plus que toutes les autres crises qu'on avait vécues, enfin c'était un peu sans précédent, c'est docteur Hugereau l'a dit, c'était par son ampleur, et c'était une crise vraiment sans précédent. Et donc
on a vraiment associé à des degrés divers une multiplicité d'acteurs pendant toute la crise. Et c'est quand même une des choses qui a été évoquée aussi, c'est que c'est vraiment de plus en plus des logiques de territoire, y compris la gestion des crises, parce qu'il y a des interconnexions qui sont de plus en plus fortes. Et donc, un des enjeux, c'est de pouvoir répondre de façon groupée. Ça a été dit aussi un petit peu sur les anciens. Les plans blancs, c'est un peu des mesures du XXe siècle, où on gérait, un peu ce que j'évoquais, c'est où on gérait des problèmes ponctuels, individuels. De plus en plus, on va devoir gérer des problèmes collectifs. Et la gestion du problème collectif, elle peut se faire qu'en collectivité, justement. Merci, Monsieur Blua. Je me permettrai de conclure sur le sujet aussi des chaires. C'est toute la logique, là, on est en pleine préfiguration, c'est la logique des chaires de prendre en compte et d'inclure et de faire participer l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs privés, des acteurs publics, associatifs, et tout ce qu'on a pu développer jusqu'ici, notamment à travers l'Institut sur la sécurité globale. On a l'exemple de la Croix-Rouge, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dans plusieurs projets de recherche. Elle est inclue et on travaille avec tout un tas d'acteurs, et notamment si on prend les chaires, c'est aussi les acteurs privés, les grandes entreprises, les plus petites entreprises, notamment du territoire, pour développer tout simplement ces thématiques. Ouais. Merci pour cette, cette conclusion de coordination. Il y a un stade en Angleterre, à Blackburn, où sur l'effigie, c'est marqué « Tu ne seras jamais seul ». Et en conclusion de cette soirée, j'ai l'impression qu'on n'est jamais seul, en fait. Hein. Et dans la gestion de crise, encore plus quand on est dans la résilience, vous parliez de la résilience, hein, et plus on est dans la résilience, et plus les gens se resserrent. C'est peut-être aussi ce côté humain qui fait que l'hôpital, qui est une des dernières institutions à tenir en gestion de crise, il faut quand même regarder les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'après l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait, hein. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai pu subir un attentat terroriste dans le RER Saint-Michel. Sans l'hôpital, je ne sais pas où on allait. Donc, je veux dire que vous êtes quand même une des institutions qui fait barrage à l'animalité derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, je me réjouis quand même que vous ayez comme ça une force de résistance, une force de résilience, et puis que ça repose aussi sur les interconnexions avec les autres acteurs, hein, que ce soit sécurité civile, que ce soit police aussi, hein, parce qu'on voit de plus en plus aussi ce genre de choses. Vous avez parlé du terrorisme, hein, etc. Donc, je pense qu'on va conclure la soirée en étant quand même satisfait, hein, je dirais, de la gestion, la continuité qu'il y a pu y avoir à l'hôpital pour le Covid. Je sais que c'est encore en cours et je ne vais pas aller plus loin. Et on va conclure la soirée par la signature pour la préfiguration de la chaire entre le président de l'université et le directeur général des hôpitaux Sud Champagne. Hein, Sud Champagne, ça me fait toujours rêver à partir bientôt en vacances. Hein, donc, hein. Et puis remercier tous nos téléspectateurs. C'est comme ça, on n'a peut-être pas battu le sondage de CNews ou de BFM TV, mais enfin, merci vous étiez 50 ce soir à suivre cette initiative, hein, tenue par Paul-Henri au milieu. Et donc, on va passer à la signature de la convention et je m'en réjouis. Et comme on regarde dans une thèse, hein, on a fait l'état de l'art, on a posé la thèse, on a essayé l'hypothèse, et maintenant, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire, hein. Donc, voilà. Beaucoup a été dit, donc je ne vais pas redire, mais j'ai quand même été très, très intéressé par les interventions, et notamment par le fait qu'effectivement, quand les systèmes, puisque ce que disait Philippe Blua, c'est ça, hein, les problèmes ponctuels sont de plus en plus maintenant traités dans des ensembles systémiques où tout réagit sur tout. Et le propre de la systémique, c'est l'autorégulation. Et quand tout d'un coup, on explose les autorégulations, ben, on n'a plus que les relations entre personnes, hein, pour reprendre en main quelque chose. Donc ça m'a vraiment intéressé les différents points de vue et l'interdisciplinarité qu'il y a derrière, notamment les sciences de gestion et théorie des organisations serait intéressante à mobiliser. Merci.
hein, voilà. L'intérêt notamment, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, la méthode. Parce que finalement, dans la crise, on est, par définition, elle est nouvelle. Sinon, c'est pas une crise, c'est déjà géré. Il y a toujours une part de nouveauté. Et ce qui sert le plus, c'est d'avoir une méthode de travail qui permet de faire face à l'inconnu et à la perte d'inconnu. Il y a des choses qu'on sait gérer. Dans une crise, il y a toujours une part de, de reproduction, mais il y a surtout une grosse part de nouveauté. Donc, la partie de gestion de l'inconnu est importante. D'autant que on dit souvent, en matière militaire, on dit en général que la première victime de la bataille, c'est le plan. C'est un peu la même chose quand il y a un gros problème en santé, c'est que la première victime, je me souviens, dans les années 2003, tous les hôpitaux, on nous demandait de nous préparer à l'inondation centennale de la Seine. Enfin, en Île-de-France, on nous demandait de prévoir la grande crue de la Seine. Et en fait, d'avoir trop d'eau, ça a été la sécheresse qui est tombée avec la canicule. Donc, voilà, il faut vraiment se focaliser, je crois, sur une méthode pour faire face aux crises et plutôt que sur un événement précis. Et d'où l'intérêt d'une chaire de ce type et de se préparer aux situations exceptionnelles et pas à une situation exceptionnelle. C'est vraiment quelque chose je crois, d'important et d'où l'intérêt de se mettre en perspective à travers ce travail avec l'université. C'est vraiment ce qui motive notre présence ici.